les deux pour vos interventions qui sont finalement assez différentes, mais avec un point commun quand même qui est particulier pour l'entendre dans une école d'architecture ici où on se préoccupe souvent des questions de transition sur le volet urbain. Et là, on se rend bien compte quand même que les enjeux de transition, en fait, ils sont extrêmement présents avec une actualité très forte sur les questions de financiarisation, sur les questions de transition énergétique, de rapport de force sur les transitions, etc. Dans le monde rural, en fait. Donc, encore une fois, ce qu'on voit pas souvent, hein, c'est que les agriculteurs sont souvent aux premières loges de politique publique, de rapports de force économique à l'échelle européenne, etc. Et ça, c'est assez important de le montrer. Peut-être pour lancer la discussion, et après, moi, mon rôle sera plutôt de prendre les questions de la salle. Moi, j'avais quelques petites questions. Peut-être d'abord à propos de ton intervention, Antoine, en termes de champ. Parce que je me suis quand même interrogé en t'écoutant, parce que effectivement, on peut saisir le concept de champ comme un précepte méthodologique aussi, hein. C'est une manière d'organiser une méthodologie pour repérer des rapports de force, des prises de position, position, prise de position, etc. Voire disposition, position, prise de position. Et à un moment donné, tu dis, bah, il n'y a pas il y a pas d'accord, on ne trouve pas de nomos, mais en fait, j'ai l'impression que c'est parce que de toute façon, c'est pas réellement un champ au sens où l'entend Bourdieu lorsqu'il parle, par exemple, du champ scientifique ou du champ académique ou du monde de l'art, parce que il y a une certaine autonomie. Là, on a affaire à un champ qui est complètement hétéronome, en fait, qui est complètement, enfin, j'imagine, hein, que tu me diras, qui est complètement pris dans les rapports de force, en fait, défini par les rapports de force, que ce soit ceux des syndicats agricoles. Alors, tu l'as peut-être moins évoqué, mais sans doute aussi les enjeux de financiarisation de ce secteur-là, qui fait que effectivement, on a un champ qui est particulier. Ça, c'est le premier point. Question méthodologique. Et l'autre point, celui de la méthanisation à l'échelle locale, parce qu'il me semble qu'elle existe. Là, l'approche que tu as proposée est quand même très globale, en fait, hein, sur des fournisseurs d'énergie. Les agriculteurs deviennent fournisseurs d'énergie en passant par ces grands groupes, GRDF, etc. Mais il me semble qu'il y a des projets portés par les collectivités locales pour produire de l'énergie locale. Voilà. Comme on le fait avec des réseaux de chaleur, etc., sur des initiatives, des constructions, des bâtiments. Voilà. Donc, c'est un autre modèle qui existe, sur peut-être avoir quelques informations sur son poids, sur ses freins, parce que c'est tout à fait autre chose que le modèle que tu as proposé, en fait, hein, où on a finalement ces grands groupes incitateurs, GRDF, etc., qui appellent les agriculteurs en disant, tiens, vous voulez pas méthaniser bon, le prix baisse, mais quand même, voilà. Donc voilà, peut-être ces questions-là. Alors difficile de les faire recouper avec l'approche de Nadège, parce qu'effectivement, c'est pas exactement la même approche, c'est l'approche par les capacités. C'est vrai que moi, je me suis interrogé là, pour lancer la discussion aussi sur l'intervention de Nadège, effectivement sur la place des salariés. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, ils sont très peu syndiqués, très peu organisés en collectif, et l'approche en termes de capacité, vous la faites porter essentiellement finalement sur les patrons, quoi. Et donc voilà, ça m'a un peu interrogé. Je me suis dit, mais où sont ces salariés agricoles? Parce qu'en plus, par-dessus le marché, ils sont les premiers pollués comme riverains, quoi, puisqu'ils habitent à côté de leur, j'allais dire, de leur exploiteur. J'en sais rien s'ils sont exploiteurs, mais ils habitent à côté en tout cas. Donc effectivement, ça pose un certain nombre de questions. Et du point de vue méthodologique, vous disiez donc de terrain, donc on a bien compris les carottes et puis voilà, et puis la vigne. Et vous évoquez l'observation. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on observe en fait? Qu'est-ce qu'on observe? On observe les gens qui travaillent, on observe parce que c'est un contexte quand même compliqué. Peut-être deux mots là-dessus sur l'enquête aussi, parce que j'imagine qu'il y a des choses qui sont difficiles d'accès dans l'enquête. Le moment du traitement, comment on traite, etc. Parce que c'est très sensible. D'ailleurs, il y a plein de fictions là-dessus, hein, sur comment on dissimule les traitements, les effets des traitements, etc. Il y a eu une série sur Arte, Jeux d'influence, je ne sais pas si vous avez vu ça, qui dépeint tous ces enjeux-là de manière. C'est un espèce
de thriller politico-industriel, agro-industriel, qui est plutôt réussi, je trouve. Et donc c'est vrai que je me suis dit, mais comment on fait sur un terrain comme ça? Parce que oui, les capacités, oui, les contextes, mais en fait, c'est quand même un terrain hautement sensible, hein, difficile d'accès. J'imagine qu'il y a des contraintes d'enquête. Et voilà, et c'est vrai que si la vigne dans notre région, elle est vraiment médiatiquement mise en avant parce qu'il y a des vignes à côté des écoles, parce que il y a l'urbanisation qui est venue près des vignes aussi, etc. Et que c'est visible, comme vous le disiez. C'est vrai que les carottes, on n'y pense pas. Voilà. D'ailleurs, c'est une question que je me suis posée. Je me suis dit, mais est-ce que le mode de traitement des carottes, il est le même? Est-ce que c'est les mêmes produits? Enfin, voilà, ça pose ces questions-là aussi parce qu'effectivement, les vignes, ça fait tout de suite un gros nuage, puis en plus ça se dépose, c'est voilà. Mais la carotte, c'est un légume racine, donc il est sous terre, voilà. Voilà pour balayer un petit peu et lancer sans doute les discussions, mais après on prendra peut-être des questions aussi euh, sur, euh, sur ces aspects-là. En tous les cas, oui, on voit bien que ces territoires ruraux sont au cœur des questions de transition, quoi, c'est certain, avec deux approches différentes. Je sais pas, vous répondez ce que vous voulez, dans l'ordre que vous voulez, c'est juste pour lancer aussi la discussion. Ok, si tu veux. Si tu veux. Ok. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Je vais essayer de répondre de manière plus claire, plus convaincante, la manière plus convaincante possible. Oui, oui, sur la question du champ, non, je suis complètement d'accord avec ces remarques. Moi, je me suis posé beaucoup de questions parce que en fait, je vois la méthanisation. Alors, au début, j'avais beaucoup plus utilisé la littérature plutôt sociologie économique, sociologie des réseaux, Harrison White, Michel Grossetti sur la question encastrement, découplage. Et pour moi, la méthanisation, c'est davantage chaque un champ, effectivement. C'est-à-dire que c'est encastré tantôt plutôt dans le champ de l'agriculture, tantôt dans le champ de l'énergie, et ça tente justement de s'autonomiser, donc de se découpler par rapport à ces champs-là. Mais en fait, il y a quand même ces deux champs, ils existent. Alors c'est vrai que la question du champ, elle est davantage, effectivement, en termes de principes méthodologiques, pour essayer de comprendre quels sont les rapports de force, les positions, en voyant que bah, il y a des vrais rapports de force sur les positions qui se distribuent dans un certain nombre d'arènes. Moi, c'est vrai que je m'intéresse plutôt aux politiques publiques. Donc, je vois les arènes de politique publique à l'échelle nationale jusqu'à l'échelle, on va dire, régionale, voire départementale. Donc, c'est vrai que j'ai dit champ par facilité. Je pense que c'est effectivement inexact. Pour le fait qu'il y ait des champs, voilà, donc c'est vrai quelque chose à trouver entre, et je trouve, voilà, pour le coup, la littérature économique, la sociologie économique, elle est plutôt convaincante là-dessus, entre deux champs, et donc plutôt une approche de réseau, puis c'est ce que j'ai montré avec France Gaz Renouvelable. On a des gaziers et des gens et des acteurs écoles, plus des acteurs publics, donc voilà, on a une réunion qui est assez hétéroclite. Donc oui, oui, le champ, il est de fait hétéronome, il oscille entre ces découplages et ces encastrements. Alors pour moi, le nomos, il y en a un quand même. Ce nomos, c'est le récit enchanté que j'ai essayé de présenter, mais il est contesté et voilà, ça c'est tout l'effort des acteurs pour essayer de convaincre de la légitimité de ce nomos, enfin de la règle du jeu. Pourquoi est-ce qu'on fait du biogaz? Pourquoi est-ce qu'on est légitime? Pourquoi est-ce qu'on peut avoir des positions de pouvoir? Mais parce qu'on propose de décarboner le secteur du gaz, qui est pas rien en soi. Mais voilà, ce récit enchanté, en fait, c'est finalement une succession d'énoncés qui ont du sens. Et de ces énoncés, il y en a qui sont pris et contestés. Est-ce qu'il faut du biogaz dans le mix énergétique? Est-ce que les agriculteurs est-ce que les mondes agricoles, agriculteurs, agricultrices doivent avoir le leadership? Bon, bah, c'est contesté par un certain nombre d'acteurs. Euh, Concernant la méthanisation à l'échelle locale, alors oui, il y a la loi AGEC qui est censée être effective depuis le 1er janvier 2024. Bon, ça dépend où. Donc la loi AGEC, je précise, c'est anti-gaspillage et pour l'énergie et économie circulaire. Donc c'est une obligation notamment de toutes les collectivités territoriales, il me semble, de récupérer les biodéchets des ménages pour en faire quelque chose. Bon, ce que j'observe, c'est donc en termes de parc méthanisation, pour être bref, euh, l'immense majorité, entre 70 et 80% du parc de méthanisation, de la méthanisation agricole. Donc c'est porté par une exploitation ou un collectif d'exploitation agricole. Les collectivités, il y en a quelques-unes qui se lancent, mais elles sont assez frileuses. En général, notamment si je reprends dans le cadre de la loi AGEC, il y a un peu deux grandes solutions qui s'offrent à ces collectivités, c'est le compostage ou la méthanisation. Le compostage, généralement, c'est moins cher. Souvent, il y a déjà des collectivités qui se sont lancées dans le compostage. Et donc là, par exemple, prenons l'exemple de Bordeaux Métropole. Bordeaux Métropole, si je dis pas de bêtises, me semble, va plutôt vers le compostage. Mm. Hein, parce que, bah, encore une fois, la méthanisation, c'est fortement capitalistique. Enfin, unité de méthanisation, je ne l'ai pas précisé, mais en injection, ce qui est l'immense majorité des projets en cours de développement, c'est 10 millions d'euros. Donc c'est voilà, c'est pas rien. Donc il faut trouver des financeurs, donc il y a des choses qui existent, hein, la société d'économie mixte, du territoire d'énergie, du syndicat d'énergie locale, il y a des banques, Crédit Agricole qui financent, etc. Mais c'est pas rien quoi. Donc entre ça plus
En prenant le risque que ce soit qu'il y ait des oppositions, du coup qu'il y ait une mauvaise publicité de la collectivité, bah, et ça, le compostage, bah, souvent, c'est quand même plutôt le compostage. Donc, on voit donc en termes de parc, voilà, principalement des unités de méthanisation agricole, mais qui produisent beaucoup moins que les unités produites par les majors de l'énergie. Et vous avez la plus grande unité française de méthanisation qui est à Mourinx, donc à côté de Pau, dans le Béarn. Et c'est Total Energy qui a racheté donc Fonroche, hein, l'entreprise de Lot-et-Garonnaise dont je parlais tout à l'heure. Et donc les majors ont beaucoup moins d'unités, mais produisent beaucoup plus. Parce qu'il y a vraiment une logique d'économie d'échelle. Et de dire, bah, en fait, on va spécialiser les territoires parce que, voilà, enfin, nous, on est là aussi pour être rentable, quoi. Donc, ce qui est moins l'objectif des petits collectifs d'agriculteurs qui ne sont pas les moyens de se payer une unité comme celle de Total, quoi. Voilà, j'essaie d'être très bref, mais bon, s'il y a d'autres questions, évidemment. Hop. Merci beaucoup pour vos questions. Alors, ce que je peux dire déjà sur le choix de faire une présentation autour des employeurs. C'était un choix un peu stratégique avec Maxence parce que Maudit va faire une présentation sur la situation des salariés et on s'était dit que ça pourrait être intéressant de montrer que dans le monde aussi des exploitants agricoles qui sont des employeurs, ce n'est pas un monde homogène et que là-dedans ils font pas face aux mêmes situations et déploient pas les mêmes efforts face à la transition agroécologique. Donc c'était un choix un peu stratégique. Mais évidemment, dans ma thèse, je porte mon analyse euh, j'adopte une approche comparative où je compare la situation des employés avec celle des salariés. Et comme vous le dites, effectivement, selon leur situation, les salariés ne sont pas non plus sur les mêmes longueurs d'onde. C'est-à-dire que les CDI, par exemple, quand ils travaillent pour de petits viticulteurs comme ceux dont je viens de parler, ils assurent les mêmes charges que leurs employeurs. Mais quand ils travaillent pour des carottiers, comme ce que je viens de dire, ils portent sur eux toute la charge de l'exposition parce qu'ils font tous les travaux qui sont très exposants. Donc, en fait, ils cumulent toutes les formes d'exposition et puis en tant que riverains, ils habitent à proximité. D'un autre côté, quand on prend par exemple les travailleurs plus précaires pour dire aussi que le monde des salariés n'est pas homogène, c'est plutôt encore très hétérogène. Il y a des CDI, des CDD, et même parmi les CDD, il y a des CDD récurrents et des CDD saisonniers. Et selon l'origine de ces saisonniers, par exemple, j'ai un terrain de recherche pour ma thèse où j'enquête des saisonniers viticoles dans le Médoc qui sont squatteurs auprès de Pauillac et qui travaillent pour les grands châteaux médocains tout en n'ayant pas de domicile. Alors donc, ils sont potentiellement exposés en situation de réentrée. Ils viennent chez eux, ils n'ont pas de quoi prendre une douche, ils n'ont pas de quoi laver le vêtement. À la pause de midi, ils n'ont pas de quoi laver les mains pour manger. Donc en fait, eux, ils cumulent beaucoup plus. Effectivement, quand on considère les inégalités comme un peu à tiroir, bah, ceux en bas de l'échelle et qui cumulent le plus, ce sont ces formes de travailleurs-là, qui sont les saisonniers les plus précarisés, des saisonniers, des migrants économiques venus d'Espagne, d'Italie, aussi d'Europe de l'Est. J'en ai vu sur mon terrain de carottes, par exemple, des Roumains, des Bulgares, et ce sont eux qui cumulent le plus ces formes d'exposition. Et effectivement, ils sont pas égaux face à leur et par contre, quelques surprises de l'analyse, il y a des CDD qui sont face dans ce contexte de transition mieux lotis que des CDI. C'est-à-dire que le CDI, on se dit souvent, c'est un statut qui garantit un peu la stabilité. Dans le contexte agricole que nous, on a observé en tout cas, c'est le CDD récurrent a plus de marge de manœuvre. Alors, il faut comprendre que ce sont des gens qui souvent ont d'autres formes de ressources et qui complètent leur travail par le travail agricole ou font le choix de travail partiel, à temps partiel, non, mais à temps complet, mais sur 9 mois de l'année, par exemple, et qui repartent faire autre chose, en voyage ou en vacances ou en arrêt maladie pendant 3 mois et qui reviennent. Ils font le choix de travailler ainsi. Ça leur procure plus de repos parce que c'est un travail pénible. Et aussi, ceux-là sont plus capables de choisir des employeurs, par exemple, qui sont dans un modèle de transition déjà bien abouti, qui sont en agroécologie ou qui sont en bio. Et eux, ils choisissent ce type d'employeur et ils nous mettent beaucoup l'accent sur le fait que ce sont leurs critères à eux. Alors que les CDI, les CDD saisonniers dont je parle, qui sont les squatteurs dans le Médoc, eux, ils choisissent pas
ils prennent ce qu'on leur propose parce que déjà, ils sont dans un contexte où ils sont blacklistés par de grands châteaux, notamment à cause des effets de publicisation de leur situation de précarité. Il y a eu des reportages sur eux, notamment de Hitchell de la Porte, qui est une journaliste qui montre leur situation précaire. Les Et réseaux de la depuis, misère. exactement. Et depuis cette publicisation de leur situation, eh bien, les grands châteaux décident parfois de les mettre sur liste noire pour ne pas être associés à leur situation de précarité. Donc, en fait, ils sont à la rue, mais ils ont encore plus de mal à se faire embaucher. Donc, eux, quand ils trouvent un contrat, ils acceptent, quoi. Et donc, ces situations ne sont pas similaires. Ce qui est important, pour ce que vous étiez en train de dire, qu'est-ce qu'on observe sur ces terrains? Eh bien, on observe tout ça. On observe pour les salariés, par exemple. Je suis allée plein de fois sur le squat. J'observais leur mode de vie, comment. Alors oui, effectivement, ça a été très, très, très difficile de se faire accepter sur ce terrain parce que je suis passée un peu après Hitchell de la Porte et que la publicité faite à leur situation qui normalement devrait leur permettre d'être reconnus et du coup d'avoir de meilleures situations, eh bien, ça a généré quelques effets, notamment la municipalité qui voulait absolument vider le squat. Et eux, ils avaient très peur parce qu'ils se disaient, ben, on irait où? Parce qu'il faut savoir que à Pauillac aussi, j'y vais souvent pour observer comment ça se passe, comment ils se retrouvent sur ce squat. Ce qui se passe, c'est que quand ils viennent à Pauillac, ils s'installent sur les quais de Pauillac. Et en fait, la municipalité les renvoie de là. Et pour leur donner un lieu de vie, il leur indique, la gendarmerie municipale leur indique l'adresse du squat, en fait, qui est très, très loin. Et même quand vous passez sur la voie, c'est juste à côté, mais vous l'apercevez même pas depuis la route. Donc, en fait, c'est un lieu pour eux, quoi qu'on en dise, c'est le seul lieu qu'ils aient. Et donc, la peur de se faire envoyer fait qu'ils ont refusé de parler à n'importe qui viendrait. Et j'ai dû, pendant plusieurs mois, leur faire comprendre que j'étais pas journaliste, que je vais pas publiciser leur situation, en tout cas pas de la même manière, que ça sera anonyme et que donc, ça a été très difficile. On observe donc ces situations de vie, on observe sur les parcelles comment ils travaillent, leur pause déjeuner. Donc, il y a des choses qu'on peut avoir en posant des questions, mais d'autres qu'il vaut mieux observer parce que quand vous demandez à la personne, est-ce que vous lavez la main avant de manger à la pause déjeuner, elle aura peut-être tendance à vous dire oui pour son honneur, mais en fait, il faut être là pour voir qu'il ne se les lave pas. Et donc, c'est ces choses qu'on observe aussi la proximité avec les habitants et les difficultés que ça génère, les distances de non-traitement pour voir combien d'hectares de vignes le viticulteur devra arracher pour se conformer à ces nouvelles normes de la transition agroécologique qui sont érigées. Voilà. Merci. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou en visio? Non, pas de questions dans le chat. Oui, Adrien, Ah. c'est ça? Ouais. J'arrive avec un micro pour la visio. On a encore 5 minutes, c'est ça? Oui, on peut prendre 5 minutes. Bon, on va raccourcir la pause. Oui. C'est comme ça. Bon. Et Oui, les j'avais intervenants seront là au café aussi, on pourra encore leur poser des questions pendant le café. j'avais une double question pour Antoine. C'était sur les questions de métabolisme territorial. Je ne sais pas si si tu as envisagé en fait aussi ton sujet sous cet angle euh, du métabolisme qui est un peu le territoire sans les acteurs, alors que en fait toi tu remets les acteurs justement dans le territoire, mais enfin du moins dans des fières, dans des champs. Donc j'avais cette question-là et l'autre question c'est sur l'autoconsommation des agriculteurs par rapport par rapport au biogaz, au biométhane. Sachant que voilà l'une des dernières crises agricoles, la dernière crise agricole qu'on a eue il y a quelques mois, l'une des étincelles, c'était aussi une question sur le carburant par rapport aux machines et la suppression d'allègement de taxes sur les carburants, sachant que voilà, le biométhane peut aussi être une solution. Le biocarburant peut être Carburant agricole, voilà, notamment le gasoil GN. rouge qu'utilisent les agriculteurs. C'est Ouais. ça. Donc voilà. Ok, bah merci beaucoup pour tes questions. Oui, la notion de métabolisme territorial est hyper intéressante et en fait finalement on m'en parle un peu constamment parce que notamment quand je fais des entretiens, alors oui je l'ai pas mentionné mais j'en suis à peu près 120 entretiens et j'essaie vraiment de distinguer. Voilà, il y a l'échelle nationale et il y a l'échelle territoriale et mon échelle territoriale à moi c'est la Nouvelle-Aquitaine puisque j'ai eu l'occasion de travailler avec la région Nouvelle-Aquitaine, notamment la direction énergie climat. On a rendu une étude là en juillet dernier, je retravaille avec eux.
Et donc, j'ai eu l'opportunité de faire plein d'entretiens, à la fois à la région et puis dans un certain nombre de départements, notamment la Dordogne, dont je suis originaire, le Lot-et-Garonne, le Limousin et donc le Béarn, dont je vous parlais. Et effectivement, quand je fais des entretiens plutôt à l'échelle, donc à l'échelle au moins régionale, voire encore plus locale, alors on ne me parle pas de métabolisme territorial, par contre, toute la question de l'acceptabilité, de la répartition de la valeur, du dynamisme économique des territoires, elle est omniprésente. Et elle est là vraiment pour aussi pondérer et reconfigurer les objectifs qui sont élaborés à l'échelle nationale. Par exemple, à l'échelle nationale, on va parler beaucoup de gisements. Il y a des études de gisements qui ont été faites, hein, et c'est l'une des grosses différences, par exemple, avec le gaz de schiste, où il y avait justement, ça avait été bloqué avant de faire les études de gisements. Et puis, on a le collègue Sébastien Chailleux à Sciences Po qui avait montré que l'étude de gisement est déterminante, hein. Il y a une espèce de dépendance océanique, comment ça se crée. Bon, là, il y a une étude de gisement, donc au niveau national, ils utilisent beaucoup ça. Bon, quand je vais à l'échelle locale, notamment dans les chambres d'agriculture, on me dit, mais nous, l'étude de gisement, on s'en fiche complètement, en fait. Il faut aller voir les gens, il faut aller voir les personnalités des agriculteurs, leur capacité à travailler ensemble, enfin voilà. Donc il y a toute plus on descend plus proche du terrain, de la terre et des vaches, et plus en fait on va reconfigurer les objectifs nationaux. Donc la dimension métabolisme. Après, pour faire une vraie étude métabolistique, il faudrait que j'ai des études, des données quantifiées de flux. Et là, c'est des choses dont je ne dispose pas. Et en fait, alors c'est pas que c'est compliqué d'avoir des données, mais en fait, et c'est là, bon, j'en ai pas parlé, mais il y a plein de rapports de force aussi sur le contrôle de la donnée, de l'expertise. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un grand nombre d'organisations publiques, que ce soit la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, les DREAL en région, la région, l'AREC, l'Agence régionale énergie-climat, l'ADEME qui fait passer des questionnaires aux agriculteurs méthaniseurs. Et moi, il y en a plein qui m'ont dit, mais moi, les questionnaires, j'en peux plus. En fait, j'en reçois 15 par jour. Quand c'est la crue, il faut que ce soit complet en 3 jours. Bon, l'Adréal, ils sont plus cool, l'ADM encore plus cool. Mais en fait, c'est souvent les mêmes questions. Les organisations entre elles, elles se demandent, mais est-ce que tu peux me filer les données? Et l'Adréal fait, ah bah non, parce que ça, c'est confidentiel, la crue répond pas. Donc voilà. Donc en fait, il y a aussi tout un enjeu de pouvoir de qui a la donnée sur quoi. Le ministère de l'Agriculture charge de la donnée via France Agrimaire. Bon, bref, je fais pas toute la liste, mais vous voyez que c'est compliqué. Donc, avoir des données, je dis, ça serait hyper intéressant d'avoir des données vraiment quantifiées, et il y en a. La question, c'est d'avoir accès à ces données pour pouvoir vraiment pouvoir quantifier ça. Mais de toute façon, et alors ça, c'est d'un point de vue vraiment quantitatif, d'un point de vue qualitatif, les acteurs administratifs locaux, ils sont pas dupes. Ils disent, bah, de toute façon, si on veut la répartition de la valeur sur le territoire, il faut pas qu'on ait Total Énergie, parce que Total Énergie, la valeur, elle reste pas, on le sait. Et de toute façon, c'est assumé par Total Énergie, hein. On n'est pas là pour distribuer, on n'est pas une organisation philanthrope. Donc, je veux dire, on veut bien payer pour améliorer notre capital réputationnel, mais ça va s'arrêter là. Donc c'est pour ça qu'il y a des politiques, c'est pour ça que les syndicats d'énergie, moi j'étais hier à Pau pour rencontrer le TE64, c'est pour ça que les syndicats d'énergie se posent des questions sur, bah, on crée des sociétés d'économie mixte pour justement monter au capital des unités de méthanisation. Comme ça, les dividendes, bah, nous on sait que ça va repartir dans les territoires et c'est très concret. Ça va payer, ça va financer un événement de l'assaut sportif du coin, l'assaut de rugby ou quoi. Et ça, effectivement, et là pour moi, on est dans la question de métabolisme. C'est-à-dire là, en termes de valeur, et juste pour terminer, parce que je suis trop long, on pourrait même parler en termes environnementaux, puisque bah, l'unité de Mourinx de Total Energy, il y avait un projet qui est en très mauvaise posture à Corcoué, dans les Pays de la Loire, mais qui était vraiment un projet à l'échelle du département. Enfin, je veux dire, donc en termes de camions qui circulent, on est quand même sur quelque chose d'assez important d'un point de vue environnemental. De toute façon, voilà, plus on a des unités petites, moins on a de transport pour amener les intrants, pour amener les digestats, plus il y a des retours au sol locaux. Donc c'est évidemment qu'on va avoir, ça va être mieux d'un point de vue environnemental. Et là, on est encore sur une question de métabolisme, à mon avis, territorial. Voilà. Et pour l'autoconsommation, ils peuvent consommer, agriculteurs méthaniseurs peuvent consommer l'électricité produite si c'est en cogénération. Par contre, il n'est pas possible d'autoconsommer le biométhane produit. Voilà. D'autres questions? Merci. Ouais, merci. Bon, je pense que voilà, On va va basculer sur continuer à discuter. voilà, une Ce petite qui est important dans ce que vous avez dit tous les pause, deux, là, je pense pause aussi, café. c'est effectivement, sur ces questions de transition, quand on travaille sur ces questions-là aussi, c'est l'importance de la donnée, qui produit la donnée. Enfin, c'est un réflexe sociologique de base, hein, de savoir avec quelles données. Une donnée n'est pas une information objective, elle est produite par quelqu'un pour dire quelque chose, etc. Et je pense que c'est important, effectivement, ce que vous avez dit tous les deux, compris sans doute sur la mesure d'exposition, etc. Voilà.